Dans un 19e siècle finissant, qui rêvait de conquête industrielle, et tandis que l'aviation balbutiait, des bricoleurs de génie rêvaient d'emprunter les chemins incertains qui mènent à la découverte de l'espace. Ils voulaient vivre de plein pied l'Odyssée décrite par Jules Verne, le voyage de la Terre à la Lune. L'écrivain français émaillait ses ouvrages de notation érudite qui sont le reflet des connaissances de son époque. Pour que cette thèse ne souffre pas la contestation, il demandait à l'astronome Jules Janssen et au mathématicien Joseph Bertrand de revoir ses calculs et de vérifier l'exactitude des courbes figurant la trajectoire de son vaisseau spatial. Tout ce que j'invente, tout ce que j'imagine, restera toujours au-dessous de la vérité. Parce qu'il viendra un moment où les créations de la science dépasseront celles de l'imagination. Pionniers ou rêveurs, ils sont 4. L'un est américain, l'autre est français, le troisième allemand. Mais au tout début, il y a un petit professeur de mathématiques installé dans une province isolée de Russie. Je ne me rappelle pas bien comment j'ai eu l'idée de faire des calculs relatifs à la fusée. Il me semble que c'était le célèbre rêveur Jules Verne qui m'en avait suggéré les premières pensées. Konstantin Tsiolkovsky naît en 1857 près de Moscou. C'est un autodidacte doublé d'un visionnaire, en avance sur son époque au point que la communauté scientifique russe le prend pour un illuminé. Sous le terme « train de fusée », j'entends la réunion de plusieurs engins à réaction identiques qui se déplacent d'abord sur Terre, puis dans les airs, puis dans le vide, hors de l'atmosphère et enfin quelque part entre les planètes et les soleils. Dès 1883, Tsiolkovsky affirme que seule la propulsion par réaction permettra de réaliser des vols dans le cosmos. La propulsion, c'est le maître mot, c'est le moteur de toute l'aventure spatiale. Plus tard, il édicte les lois du mouvement d'une fusée en fonction de l'éjection des gaz et de la quantité de propergol consommée. Parallèlement, il aborde les problèmes posés par les vols humains dans l'espace. Il est difficile de dire ce qui est impossible, car le rêve d'hier est l'espoir d'aujourd'hui et la réalité de demain. Robert Goddard, l'Américain, surnommé par dérision Moonman, est l'un des précurseurs de la propulsion des fusées. Il lance, en 1926, la première fusée à ergol liquide. Elle quitte la Terre durant 2 minutes et demie, atteint la vitesse de 100 km/h et s'élève à 12 mètres et demi du sol. L'astronautique naît ce jour-là. Robert Esnault-Pelterie, le Français, est d'abord un pionnier de l'aviation. En 1906, il construit son propre avion, un monoplan métallique, et il l'équipe du tout premier levier de commande unique, utilisé encore aujourd'hui, le manche à balai. C'est à partir de 1908 que Robert Esnault-Pelterie commence à réfléchir au prolongement naturel de l'aviation, les voyages interplanétaires. Et on nous affirme déjà qu'avant 10 ans, on verra d'immenses aérogares sidérales assurer le départ des fusées interplanétaires. On prendra son billet tout naturellement pour le week-end, histoire de voir ce qui se passe là-haut. Les voyageurs pour la Lune en voiture. La tour de contrôle fera un signal. Contact. Et les touristes sidérés, le nez collé au hublot, verront la Terre s'amenuiser puis disparaître à la vitesse de 8 ou 10 000 km/h, tandis que la Lune se rapprochera à vue d'œil. La Lune romantique des clairs de Lune est morte, ou presque. Vive la nouvelle Lune! J'avais 11 ans lorsque je reçus en cadeau de ma mère les célèbres livres de Jules Verne. Je les ai lus au moins 5 ou 6 fois, jusqu'à les connaître par cœur. Hermann Oberth, le pionnier allemand, est un théoricien de l'astronautique. Il se projette en permanence dans l'avenir. C'est lui le premier qui imagine la navette spatiale. Il défend très vite l'idée
que la satellisation autour de la Terre est possible à condition que la vitesse de la fusée soit maîtrisée. J'ai commencé à y travailler en 1917. Durement, jusqu'en 1921. J'estimais alors, d'après mes calculs, que l'on devait pouvoir aller jusqu'à 1000 km d'altitude avec du carburant et une charge d'environ 10 000 kilos. C'est le chercheur russe Tsiolkovsky d'un côté et son homologue allemand Hermann Oberth qui ont trouvé les solutions théoriques pour faire voler un engin dans le vide spatial. Mais le plus important des deux, c'est sans nul doute Hermann Oberth. Il publie en 1923 un ouvrage qui donne toutes les bases scientifiques, théoriques, qui permettent d'envoyer un engin dans l'espace, de construire un moteur, à condition qu'on emploie du carburant liquide et non pas de la poudre, comme c'était le cas dans les fusées qui existaient dans le monde chinois depuis des siècles et des siècles. 1927. Oberth devient président de la toute nouvelle Société pour la navigation dans l'espace. 1928, à la demande du réalisateur autrichien Fritz Lang, il est le conseiller scientifique d'un film d'anticipation intitulé « Une femme dans la Lune ». Oberth y voit la possibilité de financer ses recherches sur les fusées à carburant liquide. Il convainc Fritz Lang de fabriquer une vraie fusée publicitaire pour la sortie du film, un engin de 2 mètres de hauteur qui s'élèverait à 40 km d'altitude. Le jeune Werner von Braun est aussi passionné qu'il est ambitieux. À 18 ans, il intègre l'équipe d'Hermann Oberth et fréquente les cercles d'amateurs de fusées. Dans une Allemagne déboussolée, les dernières fusées des rêveurs d'espace croisent les désirs de revanche des militaires. La Première Guerre mondiale a laissé des cicatrices et le traité de Versailles, signé en 1919, limite l'arsenal militaire d'une Allemagne vaincue. Civils et militaires sont à la recherche d'un armement qui leur permettrait de contourner l'interdit du traité de Versailles. Les rêveurs font place aux techniciens et les scientifiques se professionnalisent par la volonté des militaires. Dès 1933 et leur arrivée au pouvoir, les nazis ont interdit toutes les sociétés civiles qui s'intéressaient au vol spatial. Donc on enferme les ingénieurs, les savants, dans une sorte de bulle de secret, de façon à ce que les autres puissances ne soient pas au courant de l'état d'avancement des recherches sur les fusées dans l'Allemagne nazie. D'abord situé près de Berlin, le premier centre de recherche est trop exigu et surtout situé trop près des habitations. Le développement de ces futures armes se fera ailleurs, dans le plus grand secret. Le choix se porte sur Peenemünde, une île de 12 km de large, dans la mer Baltique. À partir du mois d'août 1936, d'immenses travaux sont entrepris sur un terrain de 25 km². On abat des arbres, on défriche et on construit côte à côte 2 centres de recherche. À l'ouest de l'île, celui de la Luftwaffe, l'armée de l'air, se consacre aux avions à réaction. À l'est s'étend l'immense centre de l'armée de terre, sous la direction de l'ingénieur Walter Dornberger. Au début, on n'était pas très nombreux. Il fallait embaucher du personnel. Von Braun m'a demandé, est-ce que vous avez des anciens collègues, des collègues d'études et tout ça. Alors j'ai demandé aux collègues s'ils étaient intéressés. C'était le cas. Alors on a fait des rendez-vous à Berlin, dans l'appartement de mes parents. Alors ils sont présentés là, von Braun et moi, nous sommes allés. Là, il a fait son choix. À cette base, il y avait un groupe très, très brillant de jeunes ingénieurs et ils ont tout inventé. Ils ont tout inventé dans la fusée à liquide, depuis la propulsion jusqu'à la mécanique du vol
les télémesures, les gyromètres, les gyroscopes, etc. Ils ont tout inventé en quelques années. Ce centre futuriste divisé en laboratoires, dont les applications sont très sophistiquées, donnera naissance à une petite ville de 10 à 15 000 personnes. Savants, ingénieurs, techniciens, ouvriers cohabiteront quelques années plus tard avec des prisonniers de guerre. En décembre 1937, 4 prototypes de fusées seront lancés d'une île au nord-est de Peenemünde. Mais le lancement échoue suite à des problèmes de guidage. Alors on se remet à la tâche. On invente le système de contrôle par radio. On place dans le nez de la fusée un parachute et l'on tente de nouveaux essais. Finalement, la petite fusée fonctionne et atteint la hauteur de 12 km, parcourant une distance de 18 km. En novembre 1938, la décision est prise. On construit une usine pour fabriquer la fusée A4 en série. On en est encore au stade expérimental, mais son moteur à carburant liquide et sa forme sont révolutionnaires. Il faut à la fois un carburant qui fournit l'énergie motrice, l'énergie à réaction, et il faut un comburant qui permet à l'engin d'évoluer dans le vide spatial, là où il n'y a pas d'oxygène. Et rapidement, les ingénieurs de l'équipe de von Braun qui réfléchissent sur ce problème dans les années 30 optent pour la combinaison entre l'alcool, c'est-à-dire l'éthanol, qui est le carburant, et l'oxygène liquide, qui est le comburant. Il faut embarquer les deux dans la fusée, et ensuite il faut les mélanger dans le moteur, sous haute pression, afin d'obtenir un rendement considérable à la sortie de la tuyère. Il faut imaginer que les premiers moteurs à carburant liquide, au début des années 30 en Allemagne, ce sont des jouets. C'est quelques kilos de poussée. Et celui que vous avez là, c'est 25 000 chevaux. C'est un véritable monstre. Et ce moteur, il a intégré un ensemble de nouveautés en matière de propulsion qui est extraordinaire. Il y a là-dedans une chambre de combustion qui permet la formation de gaz à très haute température, plus de 2500 degrés. Il y a également des turbopompes qui assurent le mélange du carburant et du comburant à haute pression, qui injectent le tout dans la chambre de combustion. Il y a la tuyère que l'on devine là-bas, le tout formant une sorte de gigantesque bouchon de champagne. Et c'est le rétrécissement même de la tuyère qui permet l'accélération du flux de gaz. Donc ça nous paraît évident de voir aujourd'hui un moteur de fusée qui a cette forme-là. À l'origine, ce n'était pas du tout le cas. Les premières tentatives donnaient des moteurs qui avaient la forme d'un simple tuyau. Et la recherche à la fois pragmatique par des essais et des échecs et également la recherche théorique ont permis d'aboutir à cette forme que l'on trouve aujourd'hui sur toutes les fusées, qu'il s'agisse de Soyouz, qu'il s'agisse d'Ariane, qu'il s'agisse de la navette spatiale. Aux essais des fusées A4, l'armée de l'air répond par des essais d'avions à réaction, de bombes volantes, les futurs V1. Ce monoplan décolle à l'horizontale, atteint 650 km/h et il emporte 500 kg d'explosifs. Malgré l'insistance de quelques dignitaires nazis, Hitler ne croit pas encore aux fusées. En septembre 1939, l'Allemagne entre en guerre contre la Pologne et les victoires rapides des campagnes de Pologne puis de France relèguent les recherches de Peenemünde au second plan. En 1942, Albert Speer, l'architecte préféré du Führer, devenu ministre de l'Armement, persuade Hitler de la portée stratégique de la fusée A4. La fusée progresse, son aérodynamisme est soigneusement travaillé, son système de guidage est amélioré, le nez de la fusée contient le premier système électronique de l'histoire. Les essais s'enchaînent sous le regard des ingénieurs. Il y avait un essai, nous sommes allés à la plage pour voir de loin le départ de la fusée. C'était formidable, elle montait et tout à coup on a entendu un son et l'agrégat de la fusée est revenu et est tombé dans l'eau. Alors, il y avait une série des essais qui ne marchaient pas. Le 3 octobre 1942, von Braun affiche un large sourire. Les dignitaires nazis sont arrivés la veille et l'état de fébrilité de toute la base présage d'une journée particulière. Von Braun joue le guide averti, le colonel Dornberger plus solennel
donne l'ordre de mise à feu. Von Braun raconte. Après un lancement impeccable, l'engin accélère pendant 63 secondes, avec une régularité d'horloge, jusqu'à ce qu'il atteigne la vitesse maximale de 1320 mètres à la seconde. À ce moment, le moteur est stoppé. L'engin atteint l'altitude de 85 km et la distance de 190 km. Pour la première fois, un objet fabriqué par l'homme a quitté l'atmosphère terrestre et atteint l'espace. Nous avons démontré que la propulsion à réaction est utilisable pour les voyages spatiaux. Ce 3 octobre 1942 est le premier jour d'une ère nouvelle. C'est le début du vol dans l'espace. Mais tant que la guerre dure, notre tâche la plus pressante est de fabriquer rapidement des fusées pour combattre. Hitler et son état-major ont alors convoqué les responsables qui ont présenté à Hitler le vol avec un film qui a bouleversé Hitler. Et Hitler s'est mis dans la tête qu'il allait gagner la guerre avec des armes que nous appelons maintenant de destruction massive. Il y a quelqu'un qui a dit à Hitler, moi je vais le faire. Cette personne, c'était Heinrich Himmler, le directeur de la SS. Le A4 débaptisé devient la fusée V2. V comme Vergeltungswaffen, arme de représailles. Sa production en masse devient priorité d'État. Sur le pas de tir de Peenemünde, les essais succèdent aux essais. Une curieuse valse des V2 commence. La Royal Air Force, l'aviation britannique a pris connaissance du développement d'armes secrètes à Peenemünde. Une ombre portée, relevée sur une photographie aérienne, confirme la présence de fusées. Notre service d'espionnage avait appris à Londres qu'on s'occupe beaucoup de nous et à court plus long, on doit compter sur une attaque. C'était au mois de juin. Alors on doit faire quelque chose. Il faut construire des fossés contre les éclats des bombes. Alors le soir et le samedi, il faut travailler à la pelle, faire des trous. Là on a travaillé et c'était juste fini. Il y avait l'attaque du 17 au 18 août 43. Et il y avait le bombardement dans la nuit. Dans 1h30, 600 bombardiers anglais sont venus et ils ont beaucoup cassé. Le résultat de ces bombardements n'est pas à la hauteur des espérances alliées. Entre 600 et 700 morts et principalement des prisonniers de guerre. 3 jours après le raid anglais, l'Allemagne décide d'enterrer ses usines de production pour échapper aux bombardiers. Le projet est mis en chantier par Albert Speer et les travaux de construction se font sous la direction d'Hans Kammler. Il s'agit d'aller très vite parce que la guerre tourne mal pour l'Allemagne nazie et donc la fusée devient une arme miracle. Et il faut donc la fabriquer en série le plus vite possible. Donc on choisit dans les jours qui suivent l'attaque sur Peenemünde un site en Thuringe, près de Nordhausen, le site de la Mittelwerk, et il faut aller très vite pour transformer ce lieu qui est un stockage en usine ultra-moderne et rapidement créer une chaîne de fabrication de fusées. Les dirigeants nazis, les dirigeants militaires, les ingénieurs de Peenemünde font le choix d'utiliser de la main-d'œuvre de camps de concentration comme des objets qu'on déplace sur un échiquier et des objets que l'on peut éliminer si on n'en a plus besoin. Donc on trouve des déportés à Peenemünde avant même l'attaque britannique d'août 1943 et ensuite quand l'urgence et la pagaille imposent d'aménager l'usine souterraine de Dora, alors là on recourt massivement à la main-d'œuvre concentrationnaire. 2681, c'est mon matricule. C'est votre nom pendant 22 mois. C'est mon nom. 39, 570. 77 749.
Eh bien voilà, vous êtes arrivé à destination, vous allez dans le tunnel. Comment dans le tunnel? On ne voyait rien. Et où est-ce qu'on bouffe? Dans le tunnel. Où est-ce qu'on dort? Dans le tunnel. Où est-ce qu'on travaille? Dans le tunnel. Dans le tunnel. Le mot tunnel a pris en quelques secondes une résonance extraordinaire. C'était un désordre indescriptible au départ et ça ne pouvait pas en être autrement. On prend un tunnel qui est à l'état brut et on dit vous allez nous faire là-dedans une des usines pour des fabrications les plus modernes du monde. On a précipité les détenus de Buchenwald dans un véritable enfer. On rentre dans le tunnel et on marche sur des débris de caillasses, de cailloux, de fils de fer tordus, de rails. Il y avait des types accrochés à la muraille avec des lampes à acétylène qui creusaient la muraille. Les premières tâches des prisonniers étaient des travaux de bétonnage dans les galeries. Des travaux très physiques. Des travaux qui ont dû être réalisés par des prisonniers des camps. Leur nombre augmentait fortement pendant les premiers mois. Fin septembre 1943, donc un mois après l'attaque aérienne sur Peenemünde, on comptait déjà 3000 prisonniers. Fin octobre 1943, ils étaient plus de 6000. Et pour Noël 1943, 10 000 prisonniers occupaient ce camp souterrain. Le nombre des morts durant l'hiver 1943 atteignait des proportions inconnues dans d'autres camps allemands, mis à part dans les camps d'extermination. Normalement, un prisonnier qui travaillait comme main-d'œuvre de construction dans les galeries de Dora avait une espérance de vie de 2 à 3 mois. À partir du mois de janvier 1944, il faut imaginer une usine ultra-moderne, avec des chaînes d'assemblage, des chaînes de montage. Et on se retrouve avec un système taylorien, une division absolue du travail. La différence par rapport à ce que Chaplin nous montre dans les temps modernes, c'est que les ouvriers sur cette chaîne, ce n'est pas des hommes libres, ce sont des détenus de camps de concentration en tenue rayée. 8 novembre 1943, Munich. Hitler, qui sent la victoire lui échapper, menace. Les bombardements alliés sur les villes allemandes feront l'objet de représailles. L'Allemagne ne se rendra jamais. Goebbels, en maître accompli de la propagande, annonce la mise en œuvre d'armes miracles, capables de renverser le cours de la guerre. De juin 1944 à mars 1945, l'Allemagne joue sa dernière carte et concentre ses attaques de V1 et de V2 sur Londres et Anvers. Londres, cible principale désignée par Hitler, tente d'intercepter ses armes. Résultat, les V1 sont vulnérables, mais les V2 ne le sont pas. Les rampes des missiles, des fusées, sont très mobiles, donc assez peu repérables. Ancêtres de tous les missiles, les V2 sont si rapides que les radars n'ont pas le temps de les détecter. En 10 mois, 22 000 V1 et 3 000 V2 ont été tirés, faisant 13 000 victimes. On a connu l'existence des V2 très rapidement. Moi, je me souviens d'avoir entendu parler dans l'hiver 44-45, lorsqu'ils ont tiré sur la France. On n'a pas compris. « 6 000 fusées ont été fabriquées à Dora. 6 000 V2 assemblés principalement par 60 000 déportés, surtout des politiques. Russes, Français, Polonais, Yougoslaves, Tchèques, Belges, Italiens, Hollandais. Seule la moitié d'entre eux va survivre à l'enfer de Dora. 25 000 morts. Si le V2 est un échec militaire, il est par contre un succès technologique extraordinaire. Quand les premiers arrivés s'occupent des survivants, les autres, plus discrètement, cherchent les fusées, les plans et les cerveaux qui les ont conçus. Les Américains, premiers arrivés sur les lieux, recrutent l'élite des scientifiques allemands. This is one of the proudest and most significant days in my life. It's almost like getting married to become a citizen of the United States, and I'm
very, very happy about this. Les Américains, comme l'ont fait d'ailleurs les Soviétiques, dans une moindre mesure les Français, emportent un lot humain des ingénieurs, un lot technique des dossiers et surtout un lot de fusées. Une centaine de V2 ont été prises par les services secrets américains dans l'usine souterraine de Dora et se sont retrouvées quelques semaines plus tard aux États-Unis, sur les bases du Nouveau-Mexique, où là, l'armée américaine, avec l'aide de Von Braun et de ses ingénieurs, a procédé à une série d'essais, plusieurs dizaines au total, pour comprendre comment fonctionne cette technologie, pour la récupérer, pour s'en inspirer et ensuite pour faire progresser les fusées, d'abord militaires, puis civiles. Le monstre, qui mesure 15 mètres de hauteur, prend le départ sous l'impulsion de 8 tonnes de combustible. Ces vues au ralenti ne donnent qu'une faible idée de la vitesse de l'engin, qui, 1 minute après son départ, sera de près de 5000 km à l'heure. Dirigé par radar, le V2 fera cette fois un voyage inoffensif au profit de la science. Si les Américains emportent avec eux la mémoire blessée de Dora, les Russes prennent le contrôle des sites de Peenemünde et de Dora. Ils y installent 200 ingénieurs allemands. L'usine souterraine va connaître sa dernière année d'activité. Les Soviétiques ont récupéré des techniciens. C'est-à-dire, les ingénieurs étaient en Amérique, les techniciens, qui étaient très importants, du côté soviétique. Mais ça n'a pas gêné les Soviétiques parce que les Soviétiques étaient très bons. À leur tête, Sergueï Pavlovitch Korolev, le tsar de la conquête spatiale. L'homme est l'un des pères de la fusée à ergol liquide soviétique. En 1947, dans les steppes du Kazakhstan, il dirige le lancement de la première fusée à long rayon d'action sous l'œil inquisiteur d'une commission d'État. En 1953, son programme de l'exploration de l'espace est accepté par l'État soviétique. Moscou lui donne des moyens et installe au Kazakhstan le centre d'essai de Baïkonour. Korolev rêve d'espace, mais la réalité du moment le ramène au début de la guerre froide entre soviétiques et américains. Objectif affiché de ces deux nations, fabriquer des missiles intercontinentaux. En fait, des fusées susceptibles de porter des bombes atomiques à des milliers de kilomètres de distance. Le principe des V1 utilisés par les nazis pendant la guerre a servi de base à la mise au point des projectiles modernes. Aujourd'hui, les Américains possèdent une fusée radioguidée qui fonce vers son objectif sans le plus minime risque d'erreur et foudroie un bombardier en plein vol. Nous, Français, nous étions très en retard par rapport aux Américains et aux Russes. L'armée française a été très sensible à la notion de missiles à longue portée. Tout le monde, tous les militaires dans le monde ont été frappés par les V2. On voyait bien qu'on est là devant une révolution, non pas tellement de l'art militaire, mais de la géopolitique. À partir du moment où il y a des puissances qui étaient capables de tirer à plusieurs centaines de kilomètres, il était nécessaire de mettre au point des engins qui tireraient à plusieurs milliers de kilomètres. Le premier intérêt, c'était de construire des lanceurs puissants pour ces têtes nucléaires qu'on voulait lancer à des milliers de kilomètres. Et ensuite, le second intérêt, c'était d'avoir des satellites militaires pour les télécommunications et pour la reconnaissance. Il y a eu des militaires qui voulaient suivre cette voie. Ils ont essayé, et pour cela, ils ont créé des laboratoires pour comprendre comment il fallait faire, en particulier le laboratoire de recherche balistique de l'armée à Vernon. Le spectacle de ces riantes avenues, de ces villas toutes neuves, de cette animation familière, identique à celle de toutes les cités, n'a rien d'extraordinaire. Et pourtant, cette ville n'existe pas, sur la carte du moins.
On est quelque part en France. Mais on comprendra beaucoup de choses lorsqu'on saura qu'on n'y entre pas sans montrer patte blanche. Et que si au coin de cette rue, on peut rencontrer, comme partout, la voiture du boulanger, au détour de celle-là, on se trouve subitement devant ceci. Les Français ont fait venir, après la guerre, un certain nombre d'ingénieurs allemands qui ont travaillé en France. On nous a proposé des contrats. Si vous voulez venir, on a dit vous avez le temps de chercher vos affaires en Allemagne et vous revenez. Mais on était complètement libre d'accepter cette offre-là. Mais on était très contents parce qu'on était en chômage en Allemagne et on était bien nourris en France. Au LRBA de Vernon, une cinquantaine de rescapés de Peenemünde apprenaient à leurs collègues français à mettre au point des fusées à liquide, du style V2, mais tout petit. Ici sont étudiés, pour le compte de la Direction des études et fabrication d'armement, tous les problèmes des engins autoguidés ou téléguidés. Les Français avaient reçu des Anglais des documents, des plans, des dessins et tout ça, mais il y avait des dessins qui manquaient là-dedans, c'était pas complet. Et pour compléter le jeu de plans, là, on était embauchés. Lorsque les expérimentateurs seront à l'abri d'un blocos, 200 000 chevaux, la puissance des machines du cuirassé Jean Bart, s'échapperont de cette petite tuyère. Ces essais sont poussés volontairement au-delà des limites de résistance des propulseurs. Au départ, quand ils arrivent, ils travaillent sur une V2, une super V2. Là, ça va être très vite abandonné. Et on va demander aux ingénieurs et techniciens allemands de former les ingénieurs français aux techniques des fusées. Et on va redémarrer avec des petits moteurs de 4 tonnes de poussée. Et ça va donner naissance au moteur de Véronique. Alors nous entrons dans un des nombreux bâtiments du laboratoire de recherche balistiques aérodynamiques où l'on s'exerce surtout à mettre au point des engins que j'appelle grossièrement des fusées. Oui. Mais en fait, ce n'est pas très exact, car la fusée est une partie d'un engin volant. La fusée est une partie, c'est le propulseur de l'engin, somme toute. Et maintenant, nous pouvons bien le dire, voilà Véronique. Vous aviez entendu parler de cet engin déjà. La presse bien en a sûr. fait nombreuses allusions. Véronique est une jeune fille fort charmante, toute jeune encore d'ailleurs, mais qui pèse déjà un bon poids. 1500 kilos. Quelle longueur? 6 mètres, 7 mètres à peu près, 7 mètres. Et Véronique a cette particularité de partir de terre dans cet état, et au bout de son long voyage, car elle peut faire combien? Aux essais, vous avez eu? Nous avons atteint l'altitude de 135 km, qui est déjà un bon record européen. Et quand elle revient au sol, Véronique est simplement réduite à cette longueur. Oui, de l'antenne de radio, là, jusqu'à ici. De l'antenne de radio jusqu'ici. On peut tourner, monsieur, s'il vous plaît? Faites-donc tourner l'engin. La partie noble de l'engin, c'est la pointe, n'est-ce pas, depuis ici jusqu'à l'antenne, dans laquelle, pour cet engin-là, nous mettons des appareils de mesure de la haute atmosphère, pression, densité de l'air, etc. C'est un instrument scientifique. Un instrument scientifique, des enregistreurs, et nous tenons essentiellement à les récupérer intacts. Bien sûr. Alors, au bout d'un certain temps, lorsque l'engin arrive en haut de sa trajectoire, il y a coupure à ce niveau, et la pointe est retenue par le parachute qui se déploie. Alors, continuons à visiter les entrailles de Véronique. Il y a ici des bouteilles. Ces bouteilles sont là pour mettre en pression les réservoirs à liquide et chasser les liquides vers le Chasser les propulseur. liquides combustibles qui sont ici dans des soutes. Dans des soutes, dans des réservoirs. Vous voyez ici un réservoir qui contient l'acide nitrique. Plus loin, celui qui contient le gasoil, n'est-ce pas? C'est cela. Et le mélange se fait dans la chambre à combustion qui est à l'arrière. C'est ça, c'est une chambre à combustion. Les liquides sont chassés à travers des gicleurs, sont vaporisés, immédiatement s'enflamment et produisent des gaz à 3000 degrés,
d'où une très forte éjection et la poussée du propulseur. D'abord, c'était une fusée pour apprendre à faire une fusée. Mais c'était aussi un engin de recherche scientifique qui devait être capable d'emporter 60 kg d'appareillage de recherche jusqu'à une altitude de 60 km. Le besoin scientifique était très simple, connaître la haute altitude. On ne pouvait pas aller à des altitudes de 30, 40, 50, 60 km autrement que par fusée, et personne ne connaissait la composition de la haute atmosphère, les radiations qui pouvaient éventuellement y exister, le type de température qu'on pouvait y trouver. Tout ceci, on ne pouvait le connaître qu'au moyen d'une fusée sonde. La défense nationale repense, en fonction de ses fusées, les principes de la stratégie. Mais la fusée est aussi le principe même de la locomotion de demain. Et elle signifie pour l'homme la conquête de l'espace. Tout ce que l'on peut dire pour l'instant, c'est que la France se trouve en bonne place dans la course aux engins téléguidés. L'Europe, qui se construit une identité, joue la carte de l'espace avec la fusée Europa. Les échecs répétés d'Europa serviront de banc d'essai à la fusée Ariane, l'arrière-petite-fille d'une certaine V2. Ariane, sous l'impulsion de la France, deviendra la figure emblématique de la volonté d'indépendance des Européens. Mais pendant que l'Europe de l'espace se met en place, l'URSS, en un jour, va devancer les États-Unis. Aujourd'hui, Leonid Sedov, directeur du laboratoire d'astrophysique soviétique, stupéfie le monde en révélant le lancement réussi d'un satellite russe de 83 kilos. Aucun détail de l'engin n'est connu, mais son mode de lancement dans le nez d'une fusée géante à 3 étages a été confirmé par Sedov lui-même. Ce 4 octobre 1957, l'événement est considérable. L'URSS trace dans l'espace une marque indélébile qui va bouleverser l'histoire de l'humanité. Ce missile intercontinental se nomme Spoutnik, un nom symbolique qui signifie compagnon. À 900 km d'altitude, il tournait à 28 800 km à l'heure autour du globe, abattant ses 640 000 km par 24 heures. Personne, à l'époque, n'imagine que ce satellite très bavard n'a pas de matériel scientifique embarqué à son bord. Et pourtant, il est seulement équipé d'un émetteur qui bégaye inlassablement la même syllabe. Les militaires américains pensent qu'il s'agit d'un satellite espion ou encore d'un nouvel engin lancé dans la course aux armements dans l'espace. Pour les politiques de Washington, c'est plus qu'une blessure d'orgueil qui leur est infligée, c'est une humiliation. Nombreux avaient été ceux qui avaient essayé d'apercevoir au crépuscule le point brillant qui faisait le tour de la planète. Spoutnik devait répéter ses signaux jusqu'à épuisement de ses batteries. Et 22 jours après son lancement, il retombait dans les couches denses de l'atmosphère pour s'y désintégrer. Qui pouvait, il y a 50 ans, imaginer que Spoutnik était le maillon qui permettrait le premier vol spatial de Gagarine et qui nous entraînerait dans la course vers la Lune ?